Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'IWEPS. À la technique Laurent Verly et à la présentation Aurélie Hendrix. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui est partout, tout le temps, la transformation numérique. Alors, que ce soit dans notre vie quotidienne, dans les entreprises, dans les services publics, le numérique est devenu un élément structurant de notre société. Mais où en est la Wallonie ? Est-ce qu'on progresse ? Est-ce qu'on décroche ? Et surtout, comment mesurer tout cela ? Pour répondre à ces questions, nous allons plonger dans le rapport Indice relatif à l'économie et à la société numérique DESI, résultats régionaux 2025. Alors c'est un rapport dense, très riche en données et qui s'appuie à la fois sur les chiffres de Statbel et sur les baromètres de l'Agence du numérique. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui une des co-autrices du rapport, Hélène Raymond, responsable de l'Observatoire de l'Agence du numérique et chercheuse invitée à l'IWEPS. Bonjour Hélène et bienvenue dans le podcast. Bonjour Aurélie, merci de me recevoir. Alors, merci d'être avec nous. Alors, l'objectif aujourd'hui, il est simple, faire comprendre au grand public ce qu'est le DESI, ce qu'il nous dit concrètement sur le niveau de maturité numérique de la Wallonie. Alors Hélène, pour commencer simplement, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est exactement le DESI, à quoi sert cet indice au niveau européen et pourquoi il est important pour une région comme la Wallonie ? En réalité, c'est un rapport qui mesure l'avancement des États membres par rapport à des objectifs qui sont définis dans la décennie digitale 2030 et qui permet de mesurer les progrès des États par rapport à la digitalisation de la société, mais aussi de l'économie. Donc ça concerne aussi bien les entreprises que les citoyens et les services publics. Alors le DESI, il a changé de méthode en 2023. Il n'y a plus un score unique, mais plusieurs indicateurs. Qu'est-ce que ça change dans la manière de lire et d'interpréter les résultats ? Ça apporte des précisions. On est passé d'une logique de classement sur un indice, un score global, à une logique de progression des États par rapport aux objectifs de la décennie digitale. Ça apporte une plus grande précision par rapport notamment aux différentes dimensions qui permettent d'orienter les politiques publiques. On passe vraiment d'une logique de classement à une logique de tableau de bord par rapport à l'adoption des technologies par les entreprises, les administrations et les citoyens. Alors si on en vient aux résultats, l'accès à Internet est quasiment généralisé. 93% des Wallons utilisent Internet régulièrement. Est-ce qu'on peut dire que la fracture d'accès est derrière nous ? Tout à fait. L'accès est désormais généralisée. Malheureusement, la fracture, elle se déplace. Elle ne disparaît pas et elle s'est déplacée plutôt vers la profondeur des usages. Alors, ça veut dire quoi la profondeur des usages pour les citoyens ? C'est au niveau des compétences numériques, tant pour exercer la citoyenneté numérique que pour maintenir son employabilité sur le plan professionnel. Et du côté des entreprises, ça concerne l'appropriation stratégique des technologies avancées. Et justement, en ce qui concerne les compétences numériques, seuls 55% des Wallons et des Wallonnes ont des compétences de base et 24% des compétences avancées. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour la vie quotidienne ou professionnelle ? Alors, si on veut illustrer ça pour la vie professionnelle, ça veut dire que les compétences de base, ce sont principalement des compétences qui sont des compétences d'utilisateur final, c'est-à-dire l'utilisation de la suite Office, l'utilisation de l'intelligence générative. Par contre, si on regarde sur le plan personnel, c'est demander des formulaires sur le site de la commune, c'est pouvoir finalement à la fois se protéger des cyberattaques, pouvoir acheter des biens en étant informé. Et donc, ces compétences, elles sont encore loin de l'objectif de 80% de compétences de base pour les citoyens en 2030, mais elles progressent parce que la bonne nouvelle, c'est que le DESI 2026, qui est actuellement en préparation et qui sortira à l'automne prochain, montre que les Wallons rattrapent leur retard sur la moyenne nationale, tant en termes de compétences basiques qu'avancées. Donc les données 2026 sont déjà disponibles ? Oui, le DESI agrège des indicateurs qui sont issus de sources statistiques multiples. Ce sont des enquêtes fédérales qui concernent les ménages, les entreprises et dont les périodes de collecte sont asynchrones. Ce qui peut amener finalement à la publication de données plus récentes par Statbel relatives aux compétences ou à la digitalisation des entreprises, alors que le DESI
disponible, lui, repose encore sur des résultats antérieurs. Oui, donc on s'arrête à un moment donné et le DESI 2025 a fait une photographie de la situation à un moment donné, même si des données qui sont utilisées dans ce DESI 2025 sont déjà disponibles dans leur version 2026 par ailleurs. Exactement. Voilà. Alors, quand on parle de compétences avancées, parce qu'on parlait de compétences numériques de base ou avancées, donc quand on parle de compétences avancées, on parle de choses très techniques ou simplement de maîtriser des usages professionnels courants? Quand même un peu plus technique. Par exemple, créer un graphique à partir d'un tableau Excel, écrire un programme simple, interagir à plusieurs sur un document dans le cadre d'une gestion électronique de documents. Donc oui, ce sont des usages professionnels quand même un peu plus avancés. Mais cette question, elle illustre assez bien la complémentarité du DESI et des baromètres de l'ADN. Parce que dans le cadre du DESI, on analyse plutôt le nombre d'usages réalisés pour définir les compétences. Tandis qu'au niveau de l'ADN, on mesure la compétence perçue par les citoyens. Donc, par exemple, au niveau de Stadbel, on propose 4 types d'usages. Rechercher des informations relatives à des biens ou des services, rechercher des informations sur des sites de pouvoir public, ou également gérer son dossier santé, ou encore copier ou déplacer des fichiers, utiliser des espaces de stockage en ligne. Sur cette base, on va classer les compétences de base et avancées. Donc, si par exemple le citoyen n'a effectué aucun de ces 4 usages, on estime qu'il n'a pas de compétences. S'il a réalisé au moins une activité, on juge qu'il dispose de compétences de base. Enfin, s'il a effectué plusieurs de ces usages, on estime qu'il a des compétences avancées. Le baromètre de maturité numérique des citoyens de l'ADN va plus loin dans son analyse, puisque pour chacune des 21 compétences du DIGCOMP européen, on demande aux citoyens s'ils se sentent très compétents, plutôt compétents, peu compétents ou pas du tout compétents. Ce qui permet de mettre finalement en perspective les résultats du DESI par rapport à la compétence perçue que les citoyens revendiquent. On observe aussi que les entreprises wallonnes investissent davantage qu'auparavant dans la formation numérique de leurs travailleurs, alors que la proportion de spécialistes en technologie de l'information demeure limitée. Comment interpréter ce décalage, Hélène ? En fait, ce sont 2 choses distinctes, mais qui se nourrissent. D'une part, on a les travailleurs qui doivent monter en compétences numériques pour conserver l'employabilité et soutenir les performances de l'entreprise. Et donc là, on a plutôt une éclaircie du côté des dirigeants, puisque entre le baromètre entreprise 2022 et l'édition 2025, la part d'employeurs wallons ayant formé au moins un travailleur dans un domaine numérique est passée de 20 à 42%. Cette évolution traduit réellement une prise de conscience des dirigeants par rapport à la nécessité de maintenir des employés formés à l'usage des outils numériques. Par contre, la part de spécialistes en technologie de l'information, elle demeure limitée pour plusieurs raisons. D'une part, le fait que les hauts profils, notamment qualifiés en intelligence artificielle et cybersécurité, sont extrêmement chers et rares sur le marché, et donc les petites PME wallonnes ont bien du mal à les attirer et à les garder. Et d'autre part, nos jeunes, depuis déjà plus de 20 ans, ont un réel désamour pour les mathématiques et les technologies que l'on appelle STEAM. Ce qui fait que finalement, le nombre de diplômés est structurellement trop bas et que le marché étant ce qu'il est, il est très très difficile d'avoir un taux de spécialistes IT en entreprise réellement suffisant ou élevé. Alors quand on regarde au niveau des infrastructures, la Belgique est très bien couverte en réseau à très haute capacité, mais reste en retard sur la fibre pure. Pourquoi la Belgique a-t-elle ce modèle particulier ? C'est un peu historique. La Belgique est très très bien couverte en réseau très haut débit, mais débit asymétrique par le câble, en fait. Principalement grâce à ce réseau, la Belgique, finalement, bénéficie de très bonnes performances de connexion à Internet au niveau fixe.
Cette infrastructure, finalement, elle a réduit l'incitation économique à déployer massivement la fibre, contrairement à d'autres pays européens qui ne disposaient pas d'un tel réseau de câbles aussi développé. Le problème, c'est que c'est quand même très coûteux à déployer et que on a tendance à moderniser ce qui est en place plutôt que de faire une rupture beaucoup plus coûteuse. Autrement dit, notre réseau est rapide, mais pas adapté aux enjeux du futur. C'est ça. Nous aurons des technologies qui vont nécessiter des très hauts débits aussi bien montants que descendants. Et il n'y a que la fibre qui permet cela. Et ce sera indispensable pour tirer pleinement profit de technologies avancées telles que les modèles distribués d'intelligence artificielle, les nouvelles applications d'informatique quantique ou encore les services cloud très avancés. Et il y va de la compétitivité de nos entreprises, d'où l'importance de rattraper un retard quand même important par rapport à la couverture en fibre. Et en Wallonie, en particulier, là, le retard est encore plus marqué. Alors, votre rapport, il explique 3 facteurs principaux. Pouvez-vous nous résumer les raisons de ce déploiement plus lent en Wallonie ? Il est lié au fait que notre territoire est moins densément peuplé et plus rural que la Flandre. Il est aussi plus vallonné, ce qui rend le déploiement de la fibre finalement plus coûteux, moins rentable pour les opérateurs privés. Deuxièmement, la Wallonie a commencé la mise en œuvre de partenariats publics-privés plus tard que la Flandre. Or, la Flandre, elle a Fiberklaar, qui est un partenariat qui lui a permis de beaucoup avancer en termes de déploiement de la fibre. Et si on veut comparer la couverture des deux régions, eh bien, on estime que 35% des entreprises flamandes disposent de la fibre, contre entre 17 et 20% en Wallonie. Enfin, il y a les taxes spécifiques qui sont imposées par certaines communes et provinces sur les travaux ou l'occupation du domaine public, ce qui alourdit encore les coûts pour les opérateurs. Donc c'est un mélange de réalité géographique, d'histoire technologique et de coûts. Exactement. Alors la 5G, par contre, elle progresse très rapidement, 97% de couverture en 2024. Est-ce que ce déploiement a déjà des effets visibles ou c'est encore trop tôt ? Il a déjà des effets plutôt très concret sur la qualité du réseau mobile en termes de vitesse, de latence et de capacité. Par contre, il n'a pas encore transformé les modèles d'affaires des entreprises. Les usages les plus structurants dans l'industrie, la logistique ou la santé nécessitent encore des investissements complémentaires, des développements d'applications métiers spécifiques ou encore des changements organisationnels pour produire pleinement les effets de cette technologie d'infrastructure. Donc l'infrastructure est prête, mais les usages doivent encore suivre. Les usages et aussi finalement la 6G qui permettra par exemple aux voitures autonomes d'être pilotées sans temps de latence. Tu imagines bien que s'il y a une petite interruption du réseau durant le pilotage d'un taxi sans driver, ça va causer quelques problèmes sur la circulation. Oui. Alors parlons de la transformation numérique des entreprises. La Belgique dépasse la moyenne européenne pour le cloud, l'analyse de données ou l'intelligence artificielle, mais la Wallonie reste en retrait. Quels sont les principaux facteurs qui expliquent à nouveau ce décalage ? Alors, ce n'est pas du tout que nos dirigeants ne sont pas conscients de l'importance de se saisir des technologies avancées. C'est plutôt la taille moyenne des entreprises wallonnes qui va jouer en faveur de ce retrait. La taille moyenne des entreprises, c'est 3,5 travailleurs, tous secteurs confondus. Et il faut aussi être conscient de la structure un peu particulière de notre tissu économique régional, puisque les entreprises unipersonnelles, autrement dit les indépendants, représentent pas moins de 51% de nos entreprises au sens des unités légales, c'est-à-dire les entreprises qui ont un siège social sur notre territoire. Dans les entreprises de cette taille, l'usage des technologies est évidemment moins nécessaire, surtout les technologies beaucoup plus pointues en dehors des secteurs numériques purs. Néanmoins, le baromètre entreprise de l'ADN montre que, par exemple, l'analyse de données progresse, puisque 72% des entreprises wallonnes qui exploitent des données améliorent la prise de décision et la mesure des performances grâce à cet usage. On voit qu'on progresse quand même vers une transformation plus profonde et plus stratégique à ce niveau. Donc est-ce que c'est une question de culture, de moyens, de compétences ou un peu de tout à la fois ?
Exactement. Les petites entreprises ont du mal à attirer les profils hautement qualifiés en numérique. Leurs moyens sont limités et la prise de risque qu'elles peuvent se permettre également. Par ailleurs, elles sont centrées sur l'amélioration de l'existant via le numérique plutôt que sur des usages disruptifs porteurs de nouveaux modèles d'affaires, parce qu'elles ne peuvent tout simplement pas se le permettre et aussi elles manquent de capacité en interne pour parfaitement identifier leurs besoins et accompagner ces transformations. Alors, dans votre rapport, un chiffre étonne particulièrement. Parmi les entreprises wallonnes qui utilisent l'intelligence artificielle, seuls 13% ont une politique de gouvernance. Alors, pourquoi c'est un enjeu aussi important ? Alors, on va d'abord expliquer en 2 mots ce qu'est la gouvernance. La gouvernance, ça veut dire structurer les données, les centraliser à un endroit, définir qui peut accéder à quoi et mettre un cadre à l'usage des outils d'intelligence artificielle. Alors pourquoi est-ce que c'est aussi important ? D'une part, pour se conformer au règlement européen sur l'intelligence artificielle que l'on appelle l'AI Act et qui impose des obligations en matière de gestion de risques et de transparence des algorithmes notamment, afin d'en garder la maîtrise et de s'assurer qu'ils ne comportent pas de biais, assurer également la transparence sur l'utilisation des données qui alimentent ces algorithmes. Il faut savoir que actuellement, 77% des entreprises wallonnes laissent l'usage de l'IA à la discrétion des collaborateurs. C'est une faille de cybersécurité relativement importante, surtout si les collaborateurs ont des comptes gratuits sur des intelligences artificielles telles que ChatGPT, car les données entraînent les modèles et tombent d'une certaine façon dans le domaine public. Il y a aussi la qualité qui joue énormément sur les performances des technologies d'IA, ce qui explique pourquoi la gouvernance et une stratégie claire par rapport à l'utilisation des outils est aussi importante. Alors, sur l'e-commerce aussi, la Wallonie est en retrait. 16% du chiffre d'affaires des PME contre 20% en Belgique. Qu'est-ce qui explique ce retard structurel ? Plusieurs facteurs. D'abord, l'écrasante domination des plateformes américaines et asiatiques va décourager bon nombre de petites PME de se lancer dans une gestion de stock à double flux et dans le fait de concurrencer les e-commerçants référencés sur les plateformes. Si on fait par exemple une évaluation des sites web qui revendiquent des transactions sur le marché belge, eh bien seulement 15% ont un siège social situé en Belgique. Donc, on sait par exemple que le chiffre d'affaires de l'e-commerce, il part au moins à 65% sur des sites étrangers. À cela, on peut ajouter également que la plupart des e-commerçants belges ont un siège social en Flandre, ce qui est assez logique puisque le marché flamand, il représente quand même 6 millions d'utilisateurs potentiels contre 2,6 millions en Wallonie. Enfin, il y a un défaut de mesure de l'e-commerce. Pourquoi ? Parce que, par exemple, en Wallonie, 90% des entreprises s'adressent aussi bien aux consommateurs finaux, donc le fameux B2C, qu'aux autres entreprises B2B ou B2J, c'est-à-dire le gouvernement. L'administration publique, qui concentre 41% de l'emploi salarié régional, constitue un donneur d'ordre très important pour nos entreprises. Or, une partie des échanges entre entreprises et ou entre entreprises et administration s'effectue via des portails privés, des systèmes fermés de type échange de données informatisées, des marketplaces sectoriels ou encore des extranets fournisseurs. Ça invisibilise ces transactions sur le plan statistique. Il n'y a pas de mesure de l'e-commerce entre entreprises sur le plan statistique et officiel. En conséquence, l'e-commerce B2C est fort peu développé en Wallonie, certes, mais par contre, l'e-commerce entre entreprises existe bel et bien et il est difficile à quantifier. Et l'arrivée des grandes plateformes étrangères, ça change encore la donne. Oui, c'est très difficile parce que lorsqu'une entreprise ou un commerçant décide de s'inscrire sur ces plateformes, il est confronté à la marge que prennent ces plateformes qui va de 15 à 30% selon les produits. Et de surcroît, les plateformes peuvent décider unilatéralement de copier les produits. C'est ce qui peut arriver notamment sur Amazon. Et donc, il faut une stratégie de vente assez bien rodée pour tirer profit de ce genre de partenariat. Notamment, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, par exemple, et vendre les excédents de stock
par ce canal, tout en ayant d'autres canaux de vente qui peuvent diversifier les sources de revenus. Votre rapport, il aborde aussi la question de la digitalisation des services publics. Alors, les services publics numériques belges, ils obtiennent de très bons scores, notamment pour les entreprises. Mais pour la Wallonie, il manque certaines données. C'est un problème de mesure ou de pilotage ? Assurément de pilotage, mais c'est lié à la complexité de notre système institutionnel et l'abrication des niveaux de pouvoir, puisque chez nous, il y a effectivement une communauté qui est distincte de la région, ce qui n'est pas le cas en Flandre et qui simplifie la collecte des données. Et le système actuel de mesure de la digitalisation des services publics, il est basé sur 9 événements de vie qui vont de l'inscription à l'université en passant par le fait de demander une composition de ménage à la commune ou encore pouvoir créer une entreprise en ligne. Autrement dit, on implique aussi bien la région que les communes ou encore que la Fédération Wallonie-Bruxelles. Actuellement, les différentes administrations concernées sont occupées à mettre en place une collaboration et un pilotage qui permettent la collecte des données pour pouvoir mesurer justement au niveau régional la digitalisation des services publics. Mais je te rassure, les services publics en Wallonie sont numérisés. Les grosses différences entre régions se situent plutôt dans le fait que la Wallonie n'a pas encore numérisé tous ses permis, notamment les permis d'urbanisme, mais c'est en cours. C'est une obligation européenne de collecter les données en matière de digitalisation des services publics. Oui, Aurélie, la Wallonie, pour l'instant, est en défaut, mais elle travaille à se mettre en règle en alignant les différents acteurs et en mettant au point une stratégie de collecte des différents indicateurs sur les 9 événements de vie. Et donc, on espère que pour le prochain DESI, les choses seront rentrées dans l'ordre. Et donc, parmi ces 9 événements de vie, il y a l'accès à un dossier médical électronique. Et pour ça, la Belgique atteint 100 sur 100. Alors, comment on explique cette réussite spectaculaire ? Elle s'explique par une combinaison de priorités politiques, d'investissements technologiques et de coordination nationale dans le secteur de la santé. Là, ce secteur est privilégié par rapport à l'abrication des niveaux de pouvoir, puisque depuis plus de 15 ans, les autorités publiques et les acteurs de soins ont progressivement construit une infrastructure commune permettant aux citoyens d'accéder à leurs données de santé de manière sécurisée, notamment via des plateformes numériques comme le réseau Santé Wallon. L'une des caractéristiques du secteur de la santé, c'est qu'il y avait un réel besoin pour le patient d'être pris en charge de manière pluridisciplinaire. Un résultat d'analyse partagé rapidement peut avoir un impact direct sur la prise en charge du patient. Ça a sans doute permis la réussite du réseau Santé Wallon en permettant aux différents acteurs comme les médecins généralistes, les hôpitaux, les kinés et même les pharmaciens maintenant avec la prescription électronique d'accéder au dossier du patient, de centraliser l'information pour une meilleure prise en charge. Alors ça, c'était pour les résultats. Si maintenant on se projette en 2030, dans votre rapport, vous identifiez 4 priorités absolument essentielles pour que la Wallonie atteigne les objectifs européens qui sont fixés pour 2030. Quelles priorités choisiriez-vous ? Alors on a choisi de renforcer les compétences numériques tant basiques qu'avancées pour garantir l'emploi et s'assurer de la performance des entreprises. Accélérer le déploiement de la fibre optique pour soutenir les usages intensifs en données. Favoriser aussi l'adoption stratégique des technologies au sein des entreprises. Et enfin, encourager l'usage des services publics numériques pour que les technologies bénéficient aussi à améliorer l'action publique. Et donc, si on devait retenir une seule idée, le numérique, c'est pas une question de technologie, c'est la capacité à l'utiliser. Alors on va nuancer quand même un tout petit peu en disant que ce n'est plus seulement une question de technologie, mais surtout une question de capacité à utiliser efficacement et stratégiquement ces technologies, tout en ayant quand même à l'esprit qu'une condition nécessaire, c'est une infrastructure fiable, sécurisée, pour permettre ces usages avancés. En réalité, la réussite du numérique, elle repose sur un équilibre entre 3 éléments complémentaires. La technologie, les compétences et la qualité des données. Et justement, quelles sont les forces propres à la Wallonie ?
Mais la Wallonie, comme on le disait, elle dispose quand même d'une bonne infrastructure. Certes qu'il faut étoffer en matière de fibres, mais c'est en cours. Ensuite, on observe une progression réelle des compétences et des formations au numérique, tant chez les citoyens en termes de compétences pour exercer la citoyenneté que au niveau professionnel du côté des dirigeants qui organisent cette formation afin de progresser dans la transformation plus avancée. Enfin, la Wallonie, elle bénéficie quand même d'un écosystème d'acteurs publics et privés assez structuré avec des dispositifs d'accompagnement comme les chèques entreprises, une stratégie numérique qui s'appelle Digital Wallonia et qui est focalisée entre 2025 et 2029 sur la donnée, la cybersécurité et l'intelligence artificielle afin de créer les conditions d'une digitalisation avancée qui garantirait finalement la compétitivité de notre économie. Alors on arrive déjà à la fin de ce podcast. Si vous deviez résumer en une seule phrase ce que nos auditeurs, nos auditrices doivent retenir du rapport DESI 2025, ce serait quoi ? Eh bien, les fondations numériques, elles sont solides, qu'il s'agisse d'infrastructures ou de digitalisation des entreprises ou encore de compétences des citoyens. Les écarts se jouent principalement sur la capacité à transformer la qualité des infrastructures technologiques en usage stratégique, efficace et durable. Merci beaucoup Hélène Raymond pour cet échange riche et très clair. On comprend mieux les forces, les fragilités et les enjeux du numérique en Wallonie. Pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, vous pouvez retrouver le rapport complet directement sur le site de l'UEPS dans la rubrique Publications. Merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à découvrir nos autres numéros. À très bientôt pour un prochain épisode du podcast de l'UEPS.